Mon père m'a offerte à un inconnu pour rembourser ses dettes. 3 jours plus tard, j'étais dans un village apache, entouré d'hommes armés, sans savoir si j'allais survivre. Mais ce que j'ai trouvé là-bas a tout changé. Ce que j'ai vécu ensuite, personne ne m'aurait cru. Et pourtant, c'est la plus grande vérité de ma vie. Le vent soufflait doucement entre les murs en bois de la maison. Éléonore, 20 ans, était assise près de la fenêtre, les mains serrées autour de la tasse encore tiède. Son regard perdu suivait les arbres nus au loin, comme si elle espérait fuir avec eux. La maison semblait vide, figée dans un silence trop lourd. Son père entra, le visage marqué par l'inquiétude. Il s'arrêta devant elle, le chapeau serré entre ses doigts. « Éléonore, il faut que tu m'écoutes. » Elle leva les yeux lentement. Elle savait déjà. La rumeur du village avait couru plus vite que les chevaux. Son père avait des dettes. Trop de dettes. Et maintenant, il avait trouvé une solution. « Un homme est venu, dit-il. Un Apache. Il s'appelle Takoda. » Ce nom résonna comme un coup de tonnerre dans sa poitrine. « Tu ne peux pas me vendre, papa. Je ne suis pas un objet. »« Ce n'est pas une vente, répondit-il, la voix brisée. C'est un accord. Il nous donne un cheval, des provisions, et il promet que tu seras traité avec respect. Il veut une compagne. Pas une servante. » Elle se leva d'un bond, les larmes aux yeux. « Et si je refuse ?» Sa mère, debout près du poêle, chuchota, « Alors nous perdrons tout. » Quand Takoda arriva, le soleil était bas. Il descendit de cheval en silence. C'était un homme grand, au regard calme, aux cheveux noirs attachés derrière la tête. Sa peau portait la trace du soleil et du vent. Il ne parlait pas beaucoup. Mais ses gestes étaient lents, maîtrisés, comme ceux de quelqu'un qui ne cherche pas à impressionner. Éléonore le fixait, tendu, prêt à fuir. Il s'approcha, doucement, et sortit un petit paquet enveloppé de tissu. « Pour toi, dit-il simplement. » Elle ouvrit avec hésitation. Un collier y reposait, fait de petites pierres et d'un pendentif en forme de faucon. Finement gravé, délicat. Elle ne s'attendait pas à ça. Le faucon voit loin, dit Takoda. Il ne juge pas. Il apprend. Il la regardait sans dureté. Aucune violence dans ses yeux. Seulement une sorte de patience étrange. Et pour la première fois, Éléonore sentit autre chose que la peur. Le matin de son départ, Éléonore enfila lentement son manteau usé. Sa mère glissa un petit pain dans sa main et l'embrassa sans un mot. Son père détourna les yeux quand elle passa près de lui. Le silence disait plus que n'importe quelle phrase. Takoda attendait dehors, à côté de 2 chevaux. Le sien, grand et noir. Et un second, plus petit, au pelage brun clair. « Celui-ci est pour toi, dit-il simplement. Tu en auras besoin. » Éléonore le regarda, étonnée. « Tu ne comptes pas m'attacher à ta selle ?» Takoda haussa un sourcil. « Une femme doit pouvoir choisir de rester. Sinon, ce n'est pas sa place. Ce n'est qu'une prison. » Ces mots restèrent en elle comme une pierre dans l'eau. Ils résonnaient encore alors qu'il quittait le village à pas lents. Le chemin traversait des terres sèches, des collines poussiéreuses, et des vallées silencieuses. Le soleil brûlait doucement la peau, mais l'air restait frais. Takoda ne parlait presque pas. Il avançait en silence, son regard toujours en mouvement, attentif au moindre bruit. Éléonore, d'abord raide sur sa selle, commença peu à peu à s'habituer au rythme. Par moments, elle surprenait Takoda en train de la regarder. Pas avec désir. Pas avec impatience. Mais comme s'il voulait savoir si elle allait fuir ou rester. La première nuit, ils campèrent près d'un ruisseau. Takoda alluma un feu et partagea du pain séché et de la viande. Il tendit une couverture à Éléonore, puis s'éloigna pour dormir à bonne distance. Aucun mot de plus. Le deuxième jour, elle osa poser une question. « Tu vis seul ?»« Je vivais avec mon frère. Il est tombé malade. »« Depuis, je suis seul, répondit-il. Elle ne sut quoi répondre. Mais dans le silence, une forme de respect naissait. La deuxième nuit, il lui apprit quelques mots de sa langue. Il désigna l'eau, chez nous, se dit Nipi. Puis il montra les étoiles. It's. Le ciel est vivant, chez nous. Éléonore répéta doucement, la voix pleine d'hésitation. Takoda hocha la tête. Le troisième jour, ils gravirent une pente raide. Arrivée au sommet, elle vit au loin un cercle de tentes et un fleuve qui brillait au soleil. C'est chez moi, dit Takoda. Et elle comprit qu'elle allait devoir y trouver sa place, ou s'effacer. Quand ils descendirent la colline, Éléonore sentit son cœur battre plus vite. Le village était calme mais vivant. Des enfants couraient entre les tentes, des femmes s'affairaient autour des feux, des hommes réparaient des outils ou parlaient à voix basse. Mais dès que Takoda et Éléonore entrèrent dans le campement, le silence se fit. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle se redressa sur sa selle, le dos droit, les mains crispées sur les rênes. Elle sentait chaque regard comme une flamme sur sa peau. Des regards pleins de surprise, d'incompréhension, parfois de méfiance. Takoda leva une main, saluant les siens.
Il descendit de cheval, puis l'aida à mettre pied à terre. Ses gestes étaient calmes, sans brusquerie. Il ne disait rien, mais son attitude montrait qu'elle était sous sa protection. « Viens, dit-il. » Ils marchèrent jusqu'à une tente plus grande que les autres, dont les parois étaient décorées de motifs d'animaux et de plumes. Une femme âgée sortit lentement de l'ombre. Son visage était marqué par le temps, ses cheveux gris noués derrière la tête. Ses yeux noirs fixèrent Éléonore sans un mot. Elle n'avait pas l'air hostile. Juste, attentive. « Voici Naïma, dit Takoda. C'est la sœur de ma mère. Elle est respectée ici. » Naïma s'approcha d'un pas lent. Elle fit le tour d'Éléonore, l'observa de haut en bas. Elle toucha doucement le col de son manteau, puis recula légèrement. Elle dit quelques mots en langue apache. Takoda traduisit, « Elle veut savoir si tu sais cuisiner. Si tu peux aider. » Éléonore sentit une pointe de honte. « Je n'ai pas appris, murmura-t-elle. Mais, je peux apprendre. » Takoda traduisit à voix basse. Naïma hocha la tête lentement. Puis, sans prévenir, elle toucha le collier au faucon que portait Éléonore. Un mot sortit de ses lèvres, Gaani. Takoda expliqua, le faucon. Pour elle, c'est un signe. Tu es là au bon moment. Autour d'eux, les regards commencèrent à se détourner. Les enfants reprirent leur jeu. Le feu reprit son crépitement. Le camp respirait à nouveau. Éléonore, elle, se tenait encore droite, mais au fond d'elle, quelque chose venait de changer, elle n'était plus invisible. Elle était vue. Et elle allait devoir prouver qu'elle méritait cette place. Le soleil n'était pas encore levé quand Naïma écarta doucement le tissu de la tente. Elle entra sans bruit, une lanterne à la main. Éléonore, encore à moitié endormie, se redressa. « Viens, dit la vieille femme doucement. Il est temps d'apprendre. » Sans attendre de réponse, elle sortit. Éléonore enfila son manteau et la suivit. La journée commença près du feu sacré. Naïma lui montra comment l'alimenter avec de petits morceaux de bois sec. Le feu ne devait jamais mourir. Il était un symbole, une mémoire. Chaque matin, il devait reprendre vie. Puis vint le travail des racines. Naïma lui apprit à reconnaître celles qui nourrissent et celles qui tuent. Ensemble, elles les lavèrent, les coupèrent, les firent sécher sur de grandes pierres. Dans l'après-midi, elles fumèrent de fines tranches de viande. L'odeur forte piquait le nez, mais Naïma semblait heureuse du résultat. Elle hocha la tête sans un mot. Les premiers jours, Éléonore fit beaucoup d'erreurs. Elle brûla le pain de maïs. Elle mit trop d'eau dans les racines. Elle faillit renverser un pot entier de graisse. Mais Naïma ne cria jamais. Elle montrait, corrigeait, recommençait. Encore et encore. Les soirs, Éléonore s'effondrait de fatigue. Ses mains étaient rouges, parfois coupées. Mais elle sentait une étrange satisfaction. Un calme qu'elle ne connaissait pas. Takoda rentrait tard. Souvent silencieux, il déposait des morceaux de gibier près du feu, puis s'asseyait à l'écart. Il observait Éléonore sans la déranger. Un soir, alors qu'elle tentait de tresser des brins d'herbe pour une corbeille, il s'approcha. Il prit un instant la tresse dans ses doigts, puis la posa doucement. « Tu progresses » dit-il simplement. Ce fut tout. Mais ces deux mots valaient plus qu'un long discours. Éléonore le regarda partir. Dans sa poitrine, quelque chose vibrait. Ce n'était plus seulement la peur. Ni même la fatigue. C'était autre chose. Un début de fierté. Elle n'avait jamais eu besoin de prouver sa valeur avant. Maintenant, chaque geste comptait. Et malgré les regards, malgré les maladresses, elle avançait. Naïma, ce soir-là, lui tendit un petit morceau de viande cuite. « Bien » dit-elle en souriant pour la première fois. Et Éléonore comprit qu'elle venait de franchir une frontière invisible. Le soleil était haut quand Éléonore suivit Naïma et deux autres femmes vers la lisière du bois. Elle cherchait des baies mûres, des racines comestibles. C'était une journée paisible, rythmée par le chant des oiseaux et le craquement léger des branches. Éléonore marcha un peu plus loin, attirée par des fleurs jaunes brillantes. Elle s'accroupit, tendit la main. Elle ne vit pas le serpent, enroulé entre les pierres, aussi immobile que l'ombre. Le bruit fut bref, sec. Une morsure éclatante à la cheville. « Aïe » cria-t-elle, tombant à genoux. Les femmes accoururent. Naïma poussa un cri d'alerte. En un instant, le calme du village disparut. On la porta en urgence sur une couverture. Le venin faisait déjà enfler sa jambe. Son visage pâlit. Sa respiration devint saccadée. Takoda arriva en courant. Il s'agenouilla près d'elle, le visage tendu. Pour la première fois, elle vit de la peur dans ses yeux. « Tiens bon, Éléonore. Tu vas vivre. Je ne te perdrai pas. » Il l'emporta dans la grande tente, demanda des herbes, des pierres chaudes, des morceaux de tissu propre. Naïma prépara des infusions amères que Takoda lui fit boire goutte à goutte. Le jour devint nuit. Puis jour encore. Éléonore délirait. Elle transpirait, tremblait, murmurait des mots sans suite.
Takoda ne la quittait pas. Il tenait sa main, l'essuyait, répétait des prières en apache, la voix brisée, le front posé contre son bras. « Pas toi, pas encore toi » murmurait-il. Naïma, silencieuse, le regardait. Il ne dormait pas. Il ne mangeait pas. Il restait là, immobile, veillant comme un roc contre le vent. Le troisième soir, Éléonore ouvrit les yeux. Flou. Lourd. Mais vivant. Takoda était là, toujours. Sa tête reposait sur le bord du lit. Sa main serrait la sienne. Elle murmura, « Tu es resté ?» Il releva la tête lentement. Ses traits étaient fatigués, ses yeux rougis, mais il sourit. Je n'étais nulle part ailleurs. À cet instant, sans mots, elle comprit. Quelque chose s'était brisé entre eux. Non. Quelque chose s'était ouvert. Les jours passèrent après la morsure. Éléonore marcha d'abord avec peine, puis s'emboîtait. À mesure que sa jambe guérissait, quelque chose d'autre se réparait en elle. Le village ne la regardait plus comme une étrangère. Les enfants, autrefois silencieux en sa présence, couraient maintenant vers elle en riant. Ils lui tendaient des pierres peintes, des bouts de ficelle, ou même des lézards attrapés entre leurs mains. Les femmes, elles aussi, changèrent. L'une d'elles lui montra comment tresser des herbes pour fabriquer un panier. Une autre l'invita à piler des grains avec elle. Naïma, fidèle à elle-même, ne disait pas grand-chose. Mais chaque fois qu'Éléonore faisait un bon geste, elle hochait la tête avec un petit sourire en coin. Éléonore commençait à comprendre quelques mots de leur langue. Elle répétait lentement, corrigeait sa prononciation. Les femmes riaient parfois, mais c'était un rire bienveillant, presque affectueux. Elle n'était plus invisible. Elle faisait partie du décor, petit à petit. Un soir, alors qu'elle étendait des morceaux de viande sur des pierres chaudes, Takoda revint de la chasse. Il portait un paquet sous le bras, enveloppé dans un tissu clair. Il s'approcha d'elle et tendit le paquet sans dire un mot. Éléonore l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une tunique. De lin souple, ornée de petites broderies, exactement celle qu'elle avait cousue les soirs précédents, sans savoir à quoi elle servirait. « Elle est pour toi, dit Takoda. C'est ton travail. Tu dois le porter. » Éléonore resta figée. Elle passa lentement la main sur les fils colorés. C'était la première fois qu'on lui offrait quelque chose qu'elle avait, sans le savoir, fabriqué elle-même. « Merci, murmura-t-elle, émue. Takoda l'observa. Il ne souriait pas, mais dans ses yeux, quelque chose brillait. Un respect silencieux. Une reconnaissance. Ce soir-là, Éléonore mit la tunique pour la première fois. En passant devant le feu, elle sentit les regards. Mais ils étaient différents. Ils ne la jugeaient plus. Ils la voyaient. Et pour la première fois depuis son arrivée, elle ne baissa pas les yeux. Le soleil frappait fort ce matin-là. Éléonore était assise près du feu, en train de coudre des perles sur une bande de cuir. Naïma lui avait confié cette tâche importante. Le silence du village fut soudain brisé par le galop de chevaux. Des hommes. 4. Armés. Ils pénétrèrent dans le camp comme s'ils étaient chez eux. Leurs bottes soulevèrent la poussière. L'un d'eux, plus large que les autres, descendit de cheval avec un air dominateur. « Éléonore » cria-t-il en s'avançant. « C'est moi, Albert. Viens, on rentre. » Tout s'arrêta. Les femmes cessèrent leurs gestes. Les enfants coururent se cacher. Les guerriers se figèrent, observant Takoda. Éléonore se leva lentement. Son cœur battait fort. Elle connaissait Albert. Un homme du village. Son père l'avait un jour promis à lui. Sans son avis. « Je ne pars pas avec toi, dit-elle d'une voix claire. Albert rit, un rire sans joie. Ne sois pas ridicule. Tu as été séduite par ces gens. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Ton père me l'a dit, tu étais promise. Tu es à moi. Takoda s'avança calmement, mais son regard était froid comme la pierre. Elle n'est à personne. Elle est ici par choix. Albert serra les poings. Tu te crois meilleur que moi, Apache? Elle est blanche. Elle vient de mon monde. Éléonore s'avança à son tour. Elle se plaça juste à côté de Takoda. Elle leva le menton. Puis, lentement, elle dit d'abord en langue apache, « Je suis ici par choix. Je suis la compagne de Takoda. » Le silence fut total. Puis elle répéta en français, la voix tremblante mais ferme, « Je ne suis pas une prisonnière. Je suis ici parce que je l'ai décidé. » Naïma hocha lentement la tête. Les femmes murmurèrent entre elles. Les enfants sortirent de leur cachette. Et un frisson d'admiration traversa le village. Albert resta figé. Puis cracha à terre. « Tu vas le regretter. » Il remonta sur son cheval et partit sans un mot. Éléonore sentit alors le regard de Takoda sur elle. Il ne dit rien. Mais dans ses yeux, il y avait de la fierté. Une fierté silencieuse. Et peut-être, quelque chose de plus profond encore. Ce matin-là, le village était calme. Le feu crépitait doucement. Éléonore écrasait des racines pour préparer une pâte médicinale quand un cri monta depuis la colline.
cavalier. Takoda se leva d'un bond. Il saisit sa hache et sortit de la tente. Éléonore le suivit du regard, le cœur serré. 3 soldats en uniforme bleu arrivèrent au trot, suivis d'un homme en manteau sombre. Elle reconnut son père. Il ne l'avait pas vu depuis des mois. « Je viens chercher ma fille », annonça-t-il en descendant de cheval. Elle a été enlevée. Takoda s'avança, le regard dur mais calme. Elle n'est pas prisonnière. Elle est libre. Le capitaine prit la parole, froidement, nous avons reçu une plainte pour enlèvement et mariage forcé. Selon la loi, elle doit être ramenée immédiatement. Les villageois se rassemblèrent. Les femmes entourèrent discrètement Éléonore. Naïma s'approcha, la main posée sur son bras. Mais Éléonore recula doucement et s'avança, droite, vers les soldats. Elle s'arrêta à quelques pas de son père. Son regard était ferme. « Je ne suis pas enlevée, dit-elle d'une voix calme. Je suis ici de mon plein gré. » Le capitaine fronça les sourcils. « Votre père affirme que vous avez été forcée. Vous êtes chrétienne, éduquée. Vous ne pouvez pas avoir choisi cela. » Éléonore inspira profondément. « Je suis mariée selon les lois du territoire. Le mariage a été accepté par les anciens du village. Il est reconnu. Mon père n'a plus d'autorité sur moi. » Un murmure parcourut les rangs. Même les soldats semblèrent hésiter. « Si vous tentez de m'emmener de force, poursuivit-elle, ce sera contre ma volonté. Et contre la loi. » Le capitaine recula d'un pas. Il regarda Takoda, puis le village. Il vit les guerriers silencieux, prêts. Il vit aussi la détermination dans les yeux de cette jeune femme. « Très bien, dit-il enfin. Nous repartons. » Le père d'Éléonore voulut protester, mais le capitaine lui fit signe de se taire. Quand les chevaux s'éloignèrent, le village reprit vie. Les enfants sortirent en riant. Les femmes souriaient. Éléonore revint près de Takoda. Il ne dit rien. Mais il la regarda longuement, avec respect. Elle avait tenu tête à tout un monde, et elle n'avait pas fléchi. L'aube venait à peine de colorer le ciel quand un premier cri déchira le silence. Puis, le bruit des sabots. Rapide. Sauvage. Éléonore se réveilla en sursaut. Takoda était déjà debout, sa main sur sa hache, les yeux fixés sur l'entrée de la tente. « Reste ici, dit-il d'un ton ferme. » Mais Éléonore secoua la tête. Elle attrapa le fusil qu'il lui avait appris à manier. Ses mains tremblaient, mais ses yeux étaient clairs. « Je ne me cacherai pas. » Des hommes armés traversaient le village en hurlant. Le feu des tentes était renversé, les enfants fuyaient, les femmes criaient des noms. C'était Albert. Il était revenu. Avec d'autres. Des visages blancs, des fusils, des cris. Éléonore courut vers l'ouverture et se posta à genoux derrière des pierres. Elle vit Albert descendre de cheval, fusil à la main. Il pointa son arme vers Naïma, debout, les bras tendus pour protéger une fillette. Sans réfléchir, Éléonore visa. Une seconde suspendue. Puis le coup partit. Albert hurla. Il tomba à genoux, touché à l'épaule. Sa main lâcha l'arme. Le choc le fit reculer. Autour d'elle, les Apaches ripostaient. Les guerriers défendaient le village avec arcs, lances, fusils. C'était le chaos. Mais un chaos organisé. Éléonore vit Takoda repousser 2 hommes avec sa hache. Ils se battaient sans un mot, les yeux brûlants. Elle rechargea. 20 pas plus loin, un homme visait un enfant caché. Elle tira. L'homme s'écroula. Le combat dura ce qui sembla une éternité. Puis, peu à peu, les agresseurs battirent en retraite. Ceux qui pouvaient encore fuir montèrent à cheval et disparurent dans la poussière. Les blessés restèrent, gémissant sur le sol. Le silence revint. Brisé seulement par les pleurs, les souffles courts, les flammes qu'il fallait éteindre. Éléonore s'effondra assise, les bras couverts de poussière, les doigts crispés sur le bois du fusil. Takoda s'approcha. Il s'agenouilla devant elle, posa une main sur son épaule. « Tu es des nôtres, » dit-il doucement. Éléonore le regarda. Dans ses yeux, il n'y avait plus ni peur ni doute. Elle n'était plus une étrangère. Elle était devenue une femme debout. Une femme libre. Le vent soufflait plus frais désormais. Les feuilles rouges tombaient des arbres. L'été était loin. Le village vivait au rythme lent des jours courts. La vie, pourtant, continuait. Éléonore marchait lentement près de la rivière. Son ventre s'arrondissait doucement sous la tunique qu'elle avait brodée elle-même. Chaque pas qu'elle faisait dans ce paysage était un pas qu'elle n'aurait jamais cru possible, des mois plus tôt. Elle parlait maintenant couramment la langue du village. Elle comprenait les blagues des enfants, les conseils des anciens, les histoires autour du feu. Et elle racontait aussi. Avec ses propres mots, son propre ton. Le soir, elle s'asseyait près de Naïma pour filer la laine. Takoda s'installait à côté d'elle, le regard posé sur les flammes. Ils ne parlaient pas toujours. Mais leur silence avait un poids doux. Un poids juste. Autour de son cou, le collier au faucon brillait encore. Il avait perdu un peu de sa couleur,
mais pas de sa force. C'était plus qu'un bijou. C'était un choix. Elle se souvenait de son arrivée. De ses peurs. De ses larmes. De cette sensation d'être une marchandise. Et pourtant, aujourd'hui, elle savait. Elle n'avait pas été volée. Elle s'était trouvée. Naïma le disait souvent en riant, c'est le faucon qui t'a guidé, pas ton père. Un soir, alors que les flammes dansaient haut, un jeune garçon demanda à Takoda, comment elle est venue ici, ta compagne? Takoda regarda Éléonore. Il ne répondit pas tout de suite. Puis il dit simplement, elle est venue, parce qu'elle en a eu le courage. Les enfants écoutaient. Même les anciens se taisaient. On racontait déjà cette histoire comme une légende. Une femme blanche. Venue du monde d'ailleurs. Donnée, puis perdue. Mais qui avait choisi. Vraiment choisi. Une vie simple. Une vie dure. Une vie libre. Et cette histoire, on allait la raconter encore longtemps. Aux jeunes filles, aux anciens, aux voyageurs de passage. Une histoire qui parlait de courage. D'amour. Et de transformation. Éléonore sourit doucement. Elle posa la main sur son ventre. Un battement fragile vivait là. Un futur. Et dans ce futur, elle ne serait jamais plus celle que l'on impose. Elle serait toujours, celle qui a choisi. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire pour partager vos pensées. Avez-vous déjà fait un choix qui a tout changé? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires vraies et inspirantes.